Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Jules Bertrand Enyege, Hermine Mailly et Serge Pensi. Jules Bertrand Enyege, je commence par vous. Vous êtes arrivé avec, vous avez trouvé en plein exercice, vous n'avez pas eu assez de temps de parole. Pour dérouler, oui, voilà, je commence par vous. Sur la méthode, on va l'appeler comme ça, la méthode pour la Tangandji, un bras, un mouchoir blanc, et de l'autre, l'arbre de la paix. Pour sortir, vous avancez vers les FDS, les forces de défense et de sécurité. Je crois que le ministre Tangandji, lui, il a sa méthode, mais je crois que c'est aussi une indication pour montrer à ceux qui veulent véritablement déposer les armes, mais je ne crois pas que ça puisse aussi être, ça c'est mon humble avis, hein. Je pense que quand nous évoluons dans un système d'insécurité comme celui-là, est-ce que véritablement... Parce qu'on peut se retrouver avec certaines personnes qui veulent déposer les armes de manière discrète. Ouais. Parce que il y a des... Parce que vous voyez-vous, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on a là affaire à une guerre asymétrique. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une maison, vous ne savez pas effectivement qui est en Bazo et qui ne l'est pas. À un moment donné, je peux me tromper, mais je pense quand même que si nous sommes ici, et puis vous constatez que subitement, vous voyez Hermine venir avec un mouchoir, vous allez vous dire, ah non, depuis que nous c'est juste ici, un exemple. Hein. Ça, c'est un exemple, bien entendu. Oui. Donc Hermine était dans cette affaire-là depuis. Donc moi, je pense que, bon, peut-être c'est sa méthode, mais... Donc vous préconisez la discrétion. La discrétion. Vraiment, moi je préconise vraiment la discrétion parce que nous sommes là, on a en face des gars, la population qui a été martyrisée, des gars, ils ont perdu des membres de la famille, ils ont perdu un certain nombre de personnes. Donc, les gars sont dans une situation où c'est mieux encore d'apprendre qu'il y a eu des redditions, il y a des gens qui sont dans les centres DDR et autres, mais de manière visible comme ça, quand on monte à Mondovision, c'est elle qui... Parce que n'oubliez pas aussi que nous avons eu des gens qui ont fait reddition et qu'on a retrouvé mort bien après. Oui. Parce qu'il y a aussi des gens qui se disent, ah, donc vous nous avez abandonnés dans cette affaire. Donc, alors, il y a des représailles, il y a la trahison, il y a des représailles. Donc, moi, je pense que cette méthode-là, pour moi, je ne la trouve pas assez... parce que cette méthode, elle est beaucoup plus adéquate quand vous avez vraiment une guerre avec des belligérants bien connus, c'est-à-dire que c'est l'armée de tel pays contre tel autre. Là, vous voyez que, bon, vraiment, on va les faire comme prisonniers de guerre, comme ça se passe généralement. Mais prendre dans la population comme ça, des gens peut-être qu'on a suspectés hier, et puis vous le voyez, à un moment donné, ça va créer beaucoup. Je ne vois pas vraiment quelqu'un qui a l'intention de déposer les armes ou le faire à Mondovision parce qu'il va agiter le drapeau blanc et autres. Donc moi, je crois que, moi, je préconise, ça c'est pas moi le ministre de l'administration culturelle, mais je souhaite que ceux qui ne peuvent pas le faire, qu'ils passent normalement par d'autres méthodes, parce qu'il y a quand même eu des redditions. On n'a pas vu comment ceux qui ont fait reddition de ces derniers temps-ci le faisaient, parce qu'on a quand même, on apprend juste qu'il y a eu beaucoup qui ont déposé les armes, qui sont allés dans le centre DDR. Mon humble avis, je pense que la méthode du ministre à ce niveau-là, c'est pas la meilleure méthode pour moi. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus de publicité quand on a retrouvé les esprits, quand on retrouve la mère patrie. Mais ce que nous demandons à nos frères et sœurs de ce côté-là, c'est que vraiment, ils ont beaucoup plus fait du mal au pays, parce que c'est une guerre qui ne concerne pas que les populations du nord et du sud-ouest, c'est tout le Cameroun qui en a souffert, et nous souhaitons que cela s'arrête, et nous pensons que ceux qui retrouvent vraiment la mère patrie, s'ils ont d'autres méthodes de reddition, s'ils peuvent envoyer un message à X et qu'ils sont sincères, parce que là aussi c'est la sincérité. Parce que si les gens sont sincères, ils peuvent envoyer un message aux autorités pour dire, bon, nous sommes ici, on a décidé de déposer les armes, bon, vous prenez notre sécurité entre les mains, parce qu'à partir du moment où ils déposent des armes, ils deviennent très vulnérables, à partir de ce moment aussi, parce qu'il faut qu'on les protège déjà, et de la population, et de leurs camarades de guerre, parce que c'est une épée à double tranchant. Il y a d'abord la population qui peut se revenger, se venger contre eux, parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été faites
en mal, bien entendu. Il y a aussi leurs anciens camarades qui sont encore en brousse, qui peuvent se dire, vous nous trahissez. Maintenant, nous tous, on a été dans cette affaire. Maintenant que vous semblez avoir trouvé la raison, alors, ils sont vulnérables. Donc, je pense que cette méthode-là, ma foi, c'est pas la meilleure. Ok. Voilà, Hermine Mailly, pour vous, comment déposer les armes sans peut-être subir les foudres, comme disait Gilbert Nyege tout à l'heure, et ses anciens camarades et peut-être la population. Oui, comment ça doit se faire? Parce que le président parle depuis, dans tous ses discours, depuis 2018, il appelle la jeunesse qui a pris les armes à déposer et à rentrer dans les CNDD. C'est une question très complexe et j'aimerais bien vous dire aujourd'hui quelle est certainement la formule ou la méthode magique pour enfin justement que l'on dépose les armes de ce côté. S'il est vrai que c'est effectivement et seulement la jeunesse qui a pris. Et sur la méthode du ministre de l'AT, mouchoir blanc et l'arbre de la paix. Je le dis et certainement peut-être je partagerai le point de vue de Jules Bertrand et vous avez même vu le ministre lui-même est un peu gêné justement sur le modèle ou alors la forme qu'il faudra choisir pour pouvoir justement déposer les armes ou alors abdiquer. Ça c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais la méthode elle est quand même un peu trop flagrante, ça il faut le dire. Il y a certainement beaucoup de choses qui rentrent en cause. Il y a énormément de choses et c'est certainement pour cela que on n'a pas pu, du fait, identifier véritablement ces jeunes ou alors qu'ils n'ont pas pu venir se présenter pour dire voilà, nous sommes X, nous sommes Y et nous avons décidé de déposer les armes. Et c'est pour cela qu'il y a cette alternative qui est donnée par le ministre Tangadji pour dire ok, puisque vous n'êtes pas venu, faites au moins, et je ne pense pas que ce soit ça. La solution ou alors l'une des armes pour pouvoir assister à ce désarmement-là de la part de la jeunesse, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est certainement une voie de sortie qu'il propose, mais elle est encore plus risquée aujourd'hui. Elle est vraiment encore plus risquée aujourd'hui de la part de ces différentes personnes. Et quand Jules Bertrand le dit comme ça, hier on a quand même assisté à ces scénarios où alors on avait des gens qui se retrouvaient dans une sorte de tuerie parce que voilà, considérant qu'un X ou un Y avait trahi ou n'avait pas respecté les règles de la confrérie, je mets ça comme ça entre parenthèses. Donc c'est très complexe aujourd'hui et je sais que, moi je le dis, déposer les armes, ça dit que lorsque l'on va le faire ou lorsqu'on le fera, ce sera la fin des problèmes du nouveau. Voilà l'une des premières problématiques aujourd'hui. Il faut s'apaisantir ou alors se pencher de manière profonde sur ce dossier parce que vous avez vu, et vous le dites si bien, depuis 2018 autant pour moi, le président appelle cette jeunesse à déposer les armes au quotidien, mais ça continue. On a cherché moult méthodes et tout pour pouvoir permettre justement que ce problème soit résolu, que non, c'est dire qu'aujourd'hui on évite véritablement d'aller tout droit vers le problème. C'est un peu comme si on vous diagnostiquait une maladie et que l'on décidait plutôt de soigner les symptômes ou de soigner la maladie. Et ça, c'est ce que l'on a fait aujourd'hui. Désarmement, c'est vrai, mais est-ce que cela résolvera le problème de la crise anglophone? C'est ça la bonne question, parce que aujourd'hui tout porte à croire que c'est la jeunesse qui a pris les armes. Mais est-ce que c'est la jeunesse qui a donné les armes à la jeunesse? Comment elle a fait pour acquérir ces armes? Quelle est justement la tête pensante, l'idée, le génie qui est à la base de ce concept-là? C'est ça. Et si aujourd'hui vous avez ces premiers qui déposent les armes, qu'est-ce qui vous dit que demain on ne recrutera pas de nouveau? Qu'est-ce qui vous dit même que ce sont les Camerounais, ainsi de suite? Je dis, c'est un problème un peu plus profond et il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on s'attelle juste à essayer de soigner les symptômes et de laisser véritablement le mal s'agrandir. Voilà. Serge Pensi, sur la méthode pour la Tangadji. Je me réjouis un peu ici quand je constate que mes deux companélistes qui ont encensé pour la Tangadji d'avoir pris la décision. Non, ça, on est dans deux secteurs de je peux quand même, laissez-moi me suivre quand même, non? Vous voyez là où il y a les limites. On ne peut pas tout faire. La résolution des conflits est une branche de la science politique. Aujourd'hui, le conflit est installé, la crise anglophone. Il faut déjà revenir à la définition d'un conflit. Qui
dans une diffusion simple, c'est deux parties qui s'opposent. Donc, pour résoudre ce conflit, c'est quoi? Il faut chercher la nature, l'origine du conflit de la nature, il faut la mettre sur la table. Il faut identifier les personnes impliquées. Et maintenant, définir les enjeux pour résoudre ce conflit. Quand on nous dit qu'il faut tenir un mouchoir de côté bras gauche et puis lève la paix, c'est pas ça la résolution des conflits. Je crois que j'ai l'impression qu'on est dans un cycle. Bon, ben, il a parlé de Non, s'il vous plaît. Oui, mais attendez, qu'est-ce que vous appelez? Ceux qui veulent... non, ça ne se passe pas comme ça là. Le Cameroun ne va pas réinventer le monde. Je sais que chez nous, on peut faire tout. Être Camerounais, c'est un métier. Mais dis-donc, on ne va pas réinventer. C'est de la science politique. Il y a des gens qui sont allés à l'école pour l'apprendre. Et on peut se pencher sur ces personnes qui peuvent nous aider. Qui peuvent aider ces gens. Vous voyez que vous allez partir au nord, au sud, demander aux gens de sortir de la brousse et tenir l'arbre. Non, c'est quoi? Il y a des gens qu'on peut aujourd'hui au Cameroun toucher, qui peuvent faire bouger les choses. Nous les connaissons, les gens les connaissent. Mais écoutez, essayez de travailler avec ces personnes pour résoudre ce conflit. Ce n'est pas en soulevant l'arbre de la paix, en tenant le mouchoir qu'on va résoudre les conflits. Je pense que là, on est dans un cycle. Ben oui, Serge Alain, je vais ajouter quelque chose. Parce que je crois que Serge, lui, Serge Pensi, bien entendu, lui, il veut prendre le problème dans sa globalité. Je crois que le véritable problème, nous avons là à faire, le ministre parle du désarmement, du dépôt des armes. Et moi, je crois que si j'avais un conseil à donner au gouvernement, c'est ce petit conseil d'un Camerounais. Je pense que tout ce que le gouvernement doit faire pour que cela ait une forte visibilité, c'est de mettre ceux qui ont d'abord déposé les armes dans des conditions optimales. C'est-à-dire que quand ceux qui sont en brousse... Vous faites référence au mouvement qu'il y a eu à Boya? Bien entendu, c'est des choses qui ne devraient même pas exister. Je dis ils se retrouvent dans la rue en non, c'est pas possible. Je dis, ça a été... Quand j'ai suivi cette affaire, je me suis dit, nous sommes en train de vouloir pérenniser cette crise. Parce que si nous avons des gars qui ont délibérément décidé de déposer les armes, ils sont venus, ils ont reconnu la République. C'est des gars qu'on devrait voir au sein des institutions. Pourquoi pas? Parce que c'est des Camerounais, ils ont du background. C'est des Camerounais qui peuvent être utiles à X, Y ou Z. Ce n'est pas seulement pour apprendre le métier de la forêt et autres. Il faudrait que ceux qui sont encore en brousse se disent, mais je suis en brousse avec tous mes diplômes, mais voilà tel qui était de l'autre côté de la branche de, je ne sais pas qui, ils ont des noms des généraux là, le voilà qui est devenu chef service au ministère pour comprendre. Et ce n'est que par ce moment, par ce procédé-là, comme nous allons. Parce que maintenant, à un moment donné, le véritable problème, c'est que, quels que soient les cas, c'est pour ça que vous voyez que ce n'est pas les exposer aussi, c'est pas le mettre la vie en danger. Non. Je vous dis, si vous enlevez quelqu'un en brousse, qui est sorti de la brousse de l'autre côté, vous l'affectez, il est un haut fonctionnaire, vous n'allez pas le mettre peut-être à Bamenda. Nous sommes au Cameroun. Si vous l'affectez à l'Est, vous croyez que les autres vont se dire, oh, ok, moi aussi, je mets mes diplômes, je me rends, et puis... Donc moi, je voudrais qu'on mette ces gars dans des conditions optimales. Ce n'est que par là que les autres comprendront que si je dépose les armes, j'ai un avenir reluisant à l'autre côté. Mais si nous restons dans... Écoute, c'est sérieux ce que je dis. Si nous restons dans la si nous restons dans la logique où ceux qui ont déposé les armes, ils ne mangent pas, ils commencent, les gars vont leur dire, mais on vous a dit, mais nous on a eu 2 millions hier de rançon, nous sommes en train de manger un peu ici et tout. Et, oui, mais c'est de ça qu'il est question. Donc, il faudrait que les gars se disent que, mais je peux mourir d'une balle ici, alors que voilà mon frère, il a acheté une voiture parce qu'il est devenu un fonctionnaire et tout. Et tout. Non, mais le problème anglophone est global. Ça, c'est un pan plus. Non, moi je ne parle pas de la résolution, je ne suis pas allé dans la résolution. Mais la résolution, c'est pour ça que vous savez comment on peut résoudre. Écoute un peu, je termine. Si c'est pourquoi on va le résoudre, c'est comment on peut résoudre. À partir du moment, on va retrouver la résolution à partir du moment où les gens qui tirent les ficelles vont constater qu'ils n'ont plus des combattants sur le terrain. Ils vont donc constater cela parce que quand ils vont voir qu'il n'y a plus
des gars qui agressent à gauche à droite et que tout le monde est en train de déposer les armes, on va donc trouver la résolution. Les gars vont se dire, ok, maintenant, mettons-nous, on reconnaît la patrie et puis on résout le problème. Vous savez combien, c'est pas le Cameroun ne crée pas les rébellions, donc vous savez combien dans notre pays, avec combien d'années ça a duré? Non, il faut chercher une résolution globale. Le gouvernement du Cameroun doit chercher à résoudre ce problème en allant vers ces gens, vers les personnes. On les connaît, des gens qui dirigent toute cette rébellion. On va vers cette personne-là, on discute, on négocie pour que la paix revienne. Mais dire que, bon, ça c'est peut-être tentative de résolution, mais vous croyez que vous allez donner le travail à tout le nord-ouest et à tout le sud-ouest qui est amazonien? Non, je ne pense pas que c'est comme ça. Il faut une solution globale pour que ces gens ne se sentent plus lésés. C'est tout. Ok, on va revenir avant la fin. Je reviens à vous, Gilbertin Nyege. Le sénateur Benbida, il y a quelques jours, il disait face à la presse qu'il évitait aux dirigeants de club de dépenser en argent et en énergie. Lorsque le comité exécutif de l'Africa Foot, dirigé par Mboumo Njoya, avait annoncé les dates du 26 et 27 février pour le lancement des championnats. Est-ce que, avec les deux lettres, on est toujours dans cette disposition-là du côté du CPG, Africa Foot? Non, je crois qu'ils vont se raviser. Je crois qu'ils vont se raviser. Même tout ce que Serge raconte là, je crois qu'ils vont se raviser. Vraiment, je crois que... Pourquoi c'est la lettre du ministre des Sports? Non. Ou beaucoup plus celle du ministre? Ne regardez pas les lettres. Je crois que... Vous croyez que sans ces lettres, ils pouvaient se raviser? Vous savez pourquoi il y avait un problème? Non. C'est parce que, vous l'avez dit, il y a eu une lettre du 11 janvier. Oui. Donc tout le monde se disait que ils vont jouer dans quel stade? Ils n'ont pas de stade pour jouer. C'est ça qui a pérennisé cette espèce de défiance. Mais maintenant que parce qu'il a fallu, et nous demandions à ce que le gouvernement frappe du poing sur la table. Et je crois que nous sommes dans un état debout. Et depuis hier, je crois que je maintiens ce que j'ai dit. La récréation est terminée. Nous sommes tristes ce soir parce que les Lionceaux ont perdu. Mais nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Parce que nous n'allons pas vouloir les résultats alors que le monde entier constate qu'au Cameroun, on ne joue pas au football. Donc je crois que pour les deux lettres d'hier, ça vient nous rassurer que effectivement le gouvernement du Cameroun, en conformité avec la FIFA, ont décidé pour que tous les acteurs du foot, que ce soit mon ami Serge, que maintenant les acteurs du foot fassent ce qu'ils savent faire, ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire jouer au ballon. Parce que nous devons jouer, nous devons préparer la CAN 2022. Parce que c'est cette CAN-là qui va faire à ce que nous puissions égaler l'Égypte avec 6 trophées. Que nous approchons parce que l'Égypte nous dépasse un peu maintenant, mais sauf aussi que je dis souvent que le Cameroun est peut-être l'un des rares pays au monde, sinon le seul, à avoir gagné 6 trophées continentaux de cette envergure sans avoir gagné sur place. Je ne crois pas qu'il y a un pays, vous allez voir quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde, il a quand même gagné chez lui. Mais au Cameroun, les 5 trophées gagnés chez les autres ont été chez les autres. Il n'est pas question qu'au moment où tout le monde entier va déferler vers le Cameroun, on doit absolument, je dis que c'est un impératif catégorique. Nous devons gagner cette CAN. Et pourquoi il faut commencer à jouer au foot? Il faut jouer dès ce week-end. Dès ce week-end, je crois que le vin est tiré, nous allons commencer à il faut le boire désormais. Okay. Je demande à mon ami Serge, vraiment, laissez-nous le droit et tout. Ah bon? Vraiment, quand on joue au ballon, ce n'est pas je dis tout ça cause sur les règles. Hein. Non, les règles c'est la FIFA qui édicte les règles. Okay. Et c'est la FIFA qui a décidé que c'est Mboumo Njoya. Okay. Et le gouvernement du Cameroun a décidé que
en conformité avec cette FIFA. Pour ne pas se mettre la FIFA à dos, il faille donc qu'on laisse Seydou Mbombo Djaya continuer, et je crois que c'est pour ça que toutes ces lettres-là sont en train de... Hermine Maï, connaissant comment ça fonctionne dans le milieu du football camerounais depuis un certain nombre d'années, avec ces deux lettres, l'Africa Foot, on reconnaît Seydou Mbombo Djaya, est-ce que c'est la sérénité? Est-ce que dans quelques jours, on ne va pas entendre que le TAS est encore sorti? Est-ce que de l'autre côté, le CPG, Africa Foot, on a baissé les bras véritablement? On va pas, dans quelques jours, on va suivre une nouvelle décision du TAS? Non, mais vous savez quand même que ces derniers annoncent... ils annoncent déjà? Oui, une autre décision pour le 15 mars, venant du TAS. Oui. Donc, généralement, ils ont tendance à dire que le combat continue. Et ce n'est pas... Il parle du Vietnam? Ce n'est pas... Vous avez dit que le Vietnam... Le Vietnam, que la FIFA... Le Cameroun sera le Vietnam de la FIFA. Ah, le Cameroun sera le Vietnam de la FIFA. Oui. Dixit Abdourahmane. Donc, moi, je dis c'est un vieux combat. Et il est temps aujourd'hui que, d'une certaine manière, que cela cesse. Honnêtement, il est temps que cela cesse, parce que je voudrais bien aujourd'hui que l'on fasse le bilan. Pourquoi il y a un problème, que l'on fasse le bilan de toutes ces années dans les juridictions relatives au litige du football, et que l'on fasse le ratio. Qu'est-ce que cela a apporté au Cameroun? En quoi est-ce que cela a contribué à l'évolution de notre football? Quelle est la plus-value de tous ces différents procès? Ceux-là qui les ont gagnés, qui brandissent justement ces différentes notes dans leur cartable pour avoir gagné, ils sont où aujourd'hui? Quelle est leur situation? Ils ont des clubs aujourd'hui. À quelle enseigne sont logés ces clubs? Ils évoluent dans quelle division? À quoi servent-ils même? C'est de ça qu'il s'agit. Les enjeux sont certainement énormes, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui, d'une certaine manière, se réclament ou alors se déclarent être ceux-là qui sont ceux qui vont délivrer le football camerounais de sa torpeur ou alors de ce vice qui le hante depuis des années, mais que non. Que non, parce qu'on sait pertinemment ce qui se passe au sein de cette fédération camerounaise de football, et même dans ce football depuis des lustres, depuis des années. Moi, c'est ce que j'ai toujours... C'est ce que j'ai toujours... Qu'est-ce qu'on sait? Dites-nous ce que vous savez. Parce que, la réalité, c'est que lorsque vous regardez ceux qui aujourd'hui brandissent la loi et disent ci et ça, c'est eux qui étaient aux affaires hier. C'est eux qui ont torpillé ce droit pendant qu'ils étaient à la Fédération camerounaise de football. C'est eux qui ont laissé cette Fédération camerounaise de football en 2009 dans cet état. Et on connaît tous ces états. On a eu un livre, je crois que c'est un des grands frères des aînés qui l'a écrit. Qui? Qui comment? Quel livre? Vous voulez nous dire que ça... Arrêtez les conneries. Il a écrit quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit? Qui d'une certaine manière relatait. Il a écrit quoi? Quand on a écrit la il a écrit le livre. Voilà, vous comprenez donc? Relatait le vécu au quotidien d'une fédération camerounaise de football. Et justement, c'est de tout ça dont est fatigué même et la FIFA et le TAS aujourd'hui. Pour vous dire, vos carcans et tout, rentrez, gérez ça entre vous. Nous, on veut évoluer, on veut voir ce football se développer. Quand on arrive avec des investissements dans votre pays, on met des moyens, c'est pour que justement, à travers le football, le pays puisse aussi d'une certaine manière se développer et que les jeunes puissent en jouir. Mais si on reste au quotidien dans les combats, cela profite à qui? Cela profite à ces derniers qui s'engrossissent au quotidien. Pendant ce temps, c'est le pauvre footballeur qui meurt. C'est le football qui se meurt au Cameroun. Et on l'a dit, les cadets sont passés, les juniors, autant pour moi, sont passés à la trappe. Ça fait mal. Mais est-ce que l'on va continuer à récolter des lauriers qui ne sont pas les nôtres? Parce qu'on l'a fait longtemps. On a continué à gagner, mais avec quel football? Dans quel environnement? Dans quelle atmosphère? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut d'une certaine manière raser tout, remettre tout à plat et recommencer à zéro. Mais est-ce que ce razzia sera donc facile? Avec qui fera-t-on? Pourquoi aujourd'hui on refuse au niveau de cet État ou alors de tous ces différents acteurs du football une sorte de conciliation? Quand bien même on appelle à l'apaisement, personne ne veut, parce qu'on est dans l'optique aujourd'hui, si ce n'est pas moi, ça ne sera plus jamais une autre personne. Et c'est pour cela que ce football se meurt au quotidien. Parce qu'il y en a justement qui croient détenir la vérité, qui croient détenir la loi, qui doivent détenir le droit et tout ce qui va avec. Mais je peux vous assurer ici aujourd'hui que même au niveau du TAS, il y a des contestations, il y a des décisions qui sont rendues là-bas, qui sont regardées d'une manière assez malicieuse.
Ça, c'est vrai. Il existe à ce niveau même des décisions qui sont d'une certaine manière contestées. Et aujourd'hui, on ne va pas revenir pour dire que tant qu'on n'applique pas une décision ou alors tant que telle chose n'est pas faite, on n'avance pas. On a eu quand même dans cette république, dans ce football, dont Serge Pensy parle, des décisions ou des sentences qui sont arrivées du TAS et qui n'ont jamais été respectées. Mais on a continué à évoluer. On a avancé. Okay. On a avancé. Merci. Rapidement, on sort. 30 secondes. Rapidement, deux ou trois choses. Oui. D'abord, je trouve... Deux choses. Oui, je trouve le discours très beau et très naïf. Parce que si on parle des moins de 17 ans et moins de 20 ans, là, ce n'est pas le football professionnel. C'est ce football que la FECAFOOT doit faire. Ce n'est pas le championnat qu'on va jouer samedi. C'est le football amateur. Et je peux te dire, Serge Alain Autou, depuis 10 ans, que ce soit le comité de normalisation, ceux qui ont occupé les postes à la FECAFOOT, ils n'ont rien fait parce que ça ne les intéresse pas. C'est un football qui ne rapporte pas de l'argent. C'est-à-dire que ce qui intéresse les exécutifs qui arrivent à la FECAFOOT, c'est l'équipe nationale du Cameroun, parce que là, il y a des sorties, et chaque sortie, c'est des centaines de millions. C'est ça qui les intéresse. C'est des voyages, c'est des hôtels et tout. Or, ils ont bien compris, le football, c'est pas ça. Quand tu travailles, et comme tout à l'heure, M. Nyege disait, il disait qu'il faut jouer parce qu'on ne prépare la CAN. Non. Quand un pays prépare une compétition, c'est au moins 4 ans sur le jeu. Pas 4 ans. 4 à 6 ans. Ça vous dites, et qu'on va gagner, on cherche à être parmi le dernier carré de la Coupe d'Afrique qui va se jouer dans 6 ans. Et on commence ça avec les moins de cadets. Et il y a une traçabilité jusqu'à ce que vous ayez une équipe compétitive. Okay. C'est ça le football. Tout ce qu'on raconte là, c'est des fables. C'est-à-dire qu'on peut se tenir là, on raconte beaucoup d'histoires et tout ça là. Moi, je ne suis pas du camp de Seydou Mbondia, je ne suis pas du camp de Mbida. Moi, je suis Serge Pensy, j'ai fait le tour du monde, le football m'a beaucoup rapporté. Et je peux partager cette expérience aux gens. Ce que les gens racontent, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un état de droit, un état là où on respecte les lois. Et bien, un état là où on chiffonne les lois, moi, je ne peux pas m'identifier à cet état. Et je ne peux pas laisser mes enfants grandir dans un état comme ça, là. Un état là où on ne respecte pas les lois. Ok, merci. Gilles Bertrand, 30 secondes. Je crois que, comme l'a dit Maï, je le répète aujourd'hui, Serge Alain Autou, en dehors des sentences qui ont annulé les élections des exécutifs de la FECAFOOT, toutes les autres sentences n'ont jamais été appliquées au Cameroun. Je voudrais que les acteurs du football comprennent cela et se décident d'avancer. Je dis en dehors des sentences. Quelle sentence n'a pas été exécutée? On comprend dans les sentences du TAS a été exécuté. Fauveau de Baham. Fauveau de Baham. Fauveau de Baham a été exécuté, non? Par qui? Il fallait réintroduire Fauveau de Baham. On l'a exécuté. Mais Fauveau de Baham a exécuté. Fauveau de Baham a été exécuté. Merci. Non, il faut exécuté. Merci, Gilles Bertrand. Il n'y a jamais eu d'exécution de merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez à tout prix arriver. Merci beaucoup. Comment tu peux dire ça? Par qui? Tu me dis. Merci Gilles Bertrand. Merci. Comme a dit Serge Pensy, il y a beaucoup de choses qui se sont annoncées encore. D'ici le 26. Mais on va revenir ici. Ah, vous allez revenir? Mais on va revenir. Non, moi, il sera en train de jouer. Mais vous allez revenir ici. Ok, merci. Merci Amine Maï. Merci Serge. Merci Gilles Bertrand. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir Tinga.